Bonsoir, bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau webinaire intitulé « Comment investir votre argent en 2025 ». Ce soir, je suis accompagné de Camélia, responsable marketing chez Quorum. Bonsoir Camélia. Bonsoir Baptiste. Et d'Alexis Trigaud, directeur commercial chez Quorum également. Bonsoir. Je vous propose le déroulé suivant. On va faire une présentation de notre société en quelques mots, rassurez-vous. Et puis ensuite, nous reviendrons sur vos besoins et nous tenterons de vous dire comment investir en fonction de vos objectifs, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, sans rentrer dans la technicité de nos produits, de chacune des solutions, mais vraiment comment investir. Et enfin, et nous garderons du temps pour cela, nous essaierons de répondre à un maximum de vos questions que je vous invite à poser à droite dans le fil de discussion, à droite de votre écran, vous avez un fil de discussion et vous pourrez poser vos questions, on essaiera d'y répondre. Évidemment, il y a des cas et des situations uniques et des cas personnels et dans ce cas-là, on vous invitera peut-être à prendre contact avec l'un de nos conseillers qui pourra étudier le sujet plus en détail avec vous pour avoir une recommandation et un conseil vraiment personnalisé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de vous rappeler un avertissement. Les investissements que nous pourrons évoquer sont des investissements long terme. Ils ne sont pas garantis en capital. Les revenus ne sont pas garantis et ces revenus pourront varier dans le temps. Pour commencer, et avant de parler de vos motivations et de vos objectifs en tant qu'épargnant, on va revenir sur qui est Quorum et qu'est-ce que fait Quorum, qu'est-ce que nous faisons chez Quorum. Et je vais me tourner vers Alexis. Si Alexis, tu pouvais nous donner quelques chiffres, encore une fois, sans nous noyer dans les chiffres, mais quelques chiffres sur qui est Quorum et qu'est-ce que l'on fait chez Quorum. Oui, en quelques mots, effectivement, pour parler de nous, nous sommes un acteur français indépendant, mais finalement un groupe international dans 7 bureaux aujourd'hui implantés. Et on gère l'épargne de 130 000 personnes, 130 000 épargnants qui nous font confiance au quotidien pour gérer finalement le fruit d'une vie de travail, l'épargne de leurs enfants et pour répondre à tous leurs besoins et leurs projets de placement. Et on a aujourd'hui plus de 8 milliards d'euros d'épargne gérée pour ces 130 000 clients. C'est beaucoup ? C'est beaucoup, et c'est une très belle marque de confiance. Quorum, c'est un groupe qui existe depuis plus de 12 ans aujourd'hui et c'est effectivement un chiffre important, mais peut-être ce qui est le plus important avant tout, c'est ces 130 000 clients pour lesquels on travaille tous les jours à gérer leur argent. Ok Alexis, il y avait également quelques valeurs qui sont chères à Quorum et peut-être qu'on peut l'illustrer pour que ça ne reste pas de la théorie. Mais qu'est-ce que ça donne dans la pratique, ces valeurs que l'on défend ? C'est vrai que souvent, on entend les grandes valeurs de différents groupes, des groupes d'épargne ou de sociétés multinationales, et ces termes utilisés peuvent finalement être assez abstraits. Si on traduit nos grands piliers, nos grands engagements, comme finalement notre première valeur, c'est ce poids de la responsabilité. On parlait de nos 130 000 clients, on gère finalement le fruit d'une vie de travail assez souvent pour eux, ou l'épargne des enfants, et c'est vraiment ça, pour nous, ce qui nous anime au quotidien, c'est avoir cet engagement du poids de la responsabilité de faire correctement les choses avec votre argent, avec votre épargne. Évidemment, c'est de générer une performance pour que cette épargne elle puisse répondre à des projets d'aujourd'hui ou de demain. Mais peut-être avant tout, et tu le disais en introduction, c'est la transparence. La transparence, c'est même la compréhension, comprendre comment son épargne est gérée, comment elle est investie, à quel profit elle est destinée et comment finalement cette performance est générée. Donc tout ça, c'est important. Et c'est de rendre accessible la compréhension de ce qui est fait de son épargne. Exactement. Parce qu'on a pu reprocher pendant un certain nombre de temps. C'est vrai. Et si on comprend, généralement, on fait les bons choix et on prend les bonnes décisions. Et donc cette compréhension et cette transparence, elle est essentielle à la gestion de son argent. Et enfin, peut-être le dernier pilier qui illustre aussi nos engagements, notre engagement et l'engagement de nos équipes au quotidien, c'est l'innovation. L'innovation qui est mise au service des besoins de nos épargnants, au service des besoins d'aujourd'hui, mais aussi de demain. On voit que la société évolue, on a un âge de vie qui s'allonge, et donc des projets, des besoins qui évoluent. Et donc l'innovation, elle est importante pour accompagner tous ces changements sociétaux. Merci Alexis. À présent,
on va rentrer dans le vif du sujet, comme je le disais tout à l'heure. Évoquons les motivations, les projets dont nous font part régulièrement les épargnants que l'on rencontre, qui nous sollicitent et que l'on reçoit. Nous avons essayé de reprendre les attentes en fonction des moments de vie de nos clients. On les a listés, vous allez les voir apparaître à l'écran. Souvent, et c'est presque un réflexe, et on y reviendra avec Camélia, c'est investir dans l'immobilier. C'est souvent quelque chose que l'on met on va dire en priorité ou en premier lieu. Après, parfois, quand on a des revenus un peu plus confortables, quand on commence à être installé dans sa vie professionnelle, on va peut-être chercher à payer moins d'impôts, on va chercher également à préparer sa retraite, à placer de l'argent pour ses enfants. C'est aussi une des préoccupations. Puis quelque chose qui vient parfois plus tard, c'est penser à la transmission. Et comment, si j'ai des économies, comment je vais pouvoir les transmettre dans de bonnes conditions et à qui je vais pouvoir les transmettre. Donc ce sont les besoins, les objectifs auxquels nous avons essayé de répondre. Encore une fois, ce n'est pas une recommandation personnalisée parce que chaque cas est unique, mais en tout cas, ce sont des besoins qui reviennent très souvent dans la bouche de nos clients et que l'on essaie de traiter et de travailler avec eux. Camélia, le premier que nous avons retenu, investir dans l'immobilier, une priorité, un réflexe. Pourquoi on souhaite investir dans l'immobilier ? On connaît tous l'attachement historique des Français pour l'investissement immobilier, dans la pierre. C'est le cas de Nicolas, qui nous a contactés. Nicolas, comme des milliers d'épargnants, voulait réaliser son premier investissement immobilier. Mais il a fait face à quelques difficultés. La première, c'est qu'il n'avait pas une centaine de milliers d'euros pour acheter un appartement, ni même l'apport pour le faire. Et il ne se sentait pas apte à gérer lui-même un appartement, un locataire et tout le suivi administratif. Donc Nicolas nous a fait appel parce qu'il avait vu dans l'une de nos communications qu'il pouvait investir, devenir propriétaire à partir d'une centaine d'euros. C'est ce que propose la SCPI. La SCPI, qui est un placement d'épargne immobilier, permet de devenir propriétaire d'un patrimoine immobilier, d'un morceau de patrimoine immobilier à partir d'une centaine d'euros. Et ce patrimoine est entièrement géré par des experts dont c'est le métier. Alexis, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la SCPI ? Oui, parce que c'est un terme un peu barbare, la SCPI. Comment ça fonctionne ? Avec plaisir. C'est vrai que l'acronyme n'est peut-être pas assez explicite. Finalement, la SCPI, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Société civile de placement immobilier. Camélia l'évoquait, l'immobilier, c'est un placement, c'est peut-être le placement préféré des Français. Et cette société civile de placement immobilier, elle va rendre ou elle va simplifier l'accès à l'investissement immobilier. Si on regarde maintenant comment fonctionne une SCPI, c'est relativement simple. Vous allez comprendre aisément comment fonctionne une SCPI. Une SCPI, c'est la réunion de plusieurs épargnants, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'épargnants qui vont avoir la même volonté, c'est investir dans l'immobilier. Pour cela, ces épargnants vont acheter des parts de cette société, cette SCPI. Et en achetant des parts et donc en regroupant leur épargne au sein de la SCPI, cette SCPI, elle va pouvoir acheter des immeubles. En achetant des immeubles, ces immeubles qui sont généralement des immeubles professionnels, ça peut être des bureaux, des hôtels, des commerces, enfin, vraiment très diversifiés. Et ces immeubles, ils vont être loués à des locataires. Et ces locataires vont payer des loyers. Ces loyers, ils vont être collectés toujours par cette fameuse société civile de placement immobilier, cette SCPI. Et en collectant ces loyers, cette SCPI, ensuite, elle va les reverser à l'ensemble des épargnants qui auront décidé de partager finalement ce projet d'investissement immobilier à travers différents immeubles et les différents locataires. Donc, si j'ai bien compris, si j'achète des parts de SCPI, je perçois tous les mois sur mon compte en banque une partie des loyers de ces immeubles. Exactement. Si les locataires payent leur loyer, et justement c'est la question que je voulais te poser Alexis, tu as parlé de locataires. Oui. Camélia dans son introduction parlait d'un appartement qu'on pourrait acheter avec un locataire et donc un particulier comme nous qui pourrait louer cet appartement et payer un loyer en contrepartie. Là, ce que l'on peut peut-être préciser, ce sont des entreprises. Oui. Et plutôt des grandes entreprises. Effectivement, là on parlait d'immobilier professionnel, je donnais des exemples de bureaux, hôtels, commerces. Effectivement, c'est souvent de grandes entreprises nationales ou même multinationales qui vont devenir locataires. Et ça a un double intérêt. Camélia parlait de l'accès simplifié à l'immobilier grâce à la SCPI, mais en plus ça permet d'accéder à des locataires de très grande qualité. Donc déjà on a un revenu normalement qui est versé tous les mois, mais qui provient en plus de plusieurs locataires et de plusieurs locataires beaucoup plus solvables finalement qu'un seul locataire particulier quand on achète un appartement. Et potentiellement plusieurs centaines de locataires. Oui. Alexis, tu as sélectionné une SCPI. On l'a dit en introduction, on ne va pas rentrer dans la technicité de chacun des produits. Néanmoins, il y en a une là dont tu voulais parler.
qui est Quorum Origine. Oui, je voulais parler de Quorum Origine. Quorum Origine, c'est notre SCPI historique. Chez Quorum, un de nos savoir-faire, c'est la gestion de l'épargne immobilière. Quorum Origine, c'est une SCPI qu'on a créée en 2012. C'est une SCPI qui aujourd'hui regroupe plus de 60 000 épargnants chez nous. 60 000 épargnants nous font confiance pour investir dans l'immobilier à travers Quorum Origine. Et Quorum Origine, aujourd'hui, c'est plus de 300 locataires, plus de 160 immeubles. Donc on parlait tout à l'heure du nombre de locataires, donc qui permet finalement de réunir plusieurs provenances de loyers. Donc ça montre la capacité à diversifier finalement l'épargne. Et Quorum Origine, en 2024, c'est une performance de plus de 6%. Et ce qui est important de noter, c'est que depuis 2012, depuis sa création, Quorum Origine a toujours réussi à générer, à délivrer, à servir à vous en tant qu'épargnant, une performance de plus de 6% tous les ans. Alors évidemment, ce n'est pas une performance qui est garantie parce qu'elle est issue des loyers que les locataires vont payer à cette SCPI. Néanmoins, si on fait bien notre travail, on peut espérer continuer à avoir cette performance année après année. Et si on prend le cas d'un épargnant qui a investi 10 000 € il y a 10 ans, il a touché 6 557 € au cours de ces 10 ans, ce qui représente 2/3 du patrimoine qu'il a investi. Ce qui n'est pas rien. Donc son capital existe toujours, la somme investie existe toujours, et en contrepartie, ça a fructifié, ça a permis de distribuer donc des revenus complémentaires à hauteur de plus de 6 000 €, c'est ça? Exactement. Sans trop d'efforts. Ok, merci à tous les deux. Un autre besoin, une autre motivation dont on nous a fait part, c'est épargner pour ses enfants finalement. Exactement. C'est le cas de Florent, qui était déjà client Quorum l'Épargne, puisqu'il avait investi il y a 10 ans dans Quorum Origine, qu'on vient de découvrir. Entre-temps, Florent, sa situation a changé. Il a eu 2 enfants et il nous a contactés parce qu'il voulait préparer l'avenir de ses enfants. Il voulait leur préparer une épargne de précaution qui allait leur permettre de les lancer dans leur vie future, de financer leurs études ou encore leur permis. On lui a donc parlé du contrat d'assurance vie qu'il pouvait ouvrir pour chacun de ses enfants, qui nous a paru adapté dans son cas, parce que accessible à partir de 50 €, ça lui permet aussi d'épargner pour eux à son rythme, avec le montant et la fréquence de son choix, et ça reste aussi une épargne qui est disponible pour lui à tout moment. Donc Alexis, peut-être que tu peux nous expliquer ce qu'est l'assurance vie. On a l'impression de peut-être, en tout cas nous, de tous connaître l'assurance vie. On en a forcément entendu parler, mais c'est quoi l'assurance vie et comment ça fonctionne? Oui, c'est vrai qu'on a déjà tous entendu le mot assurance vie. Enfin, on peut en parler. Effectivement, tout le monde sait ce que c'est, mais est-ce qu'on sait vraiment comment ça fonctionne, à quoi ça sert et à quels besoins ça répond? Ça, c'est peut-être moins sûr. Camélia a déjà évoqué quelques spécificités. L'assurance vie, c'est un contrat avec finalement un cadre fiscal spécifique ou avantageux. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans ce contrat, la fiscalité de l'épargne et des intérêts de son épargne est moins taxée ou pas taxée. Ça reste aussi une épargne disponible. On parlera peut-être tout à l'heure de la notion de temps, de durée de placement, mais l'assurance vie, finalement, offre quand même cette disponibilité. Elle offre aussi une autre solution qui est adaptée, par exemple, quand vous commencez à épargner pour ses enfants, parce qu'elle est accessible aux mineurs. Donc, par exemple, des parents qui ont des jeunes enfants peuvent ouvrir des contrats d'assurance vie pour leurs enfants. Et en plus, c'est des contrats qu'on peut commencer à ouvrir à partir d'un montant assez faible, parce qu'on peut, par exemple, avec le contrat Quorum Life, ouvrir un contrat à partir de 50 €. Donc, ça rend cette accessibilité vraiment possible à tous, avec ce cadre avantageux. Maintenant, là, on a parlé vraiment donc, du contrat. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Ce contrat, en tout cas chez Quorum Life, la composition, elle est à nouveau relativement simple pour que vous, épargnants, vous compreniez ce qu'on fait de votre épargne, comment elle est investie et comment finalement la performance est générée. Vous avez 2 grandes catégories. Une catégorie qui va être plutôt la partie gauche de l'écran avec les obligations. Les obligations, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, finalement, le terme peut paraître un peu technique, mais c'est du financement des entreprises. Une entreprise, quand elle a besoin de financer des projets de développement, de croissance, elle peut faire appel à des épargnants pour venir développer, financer ces projets. Emprunter. Exactement. Et c'est ce que veut dire l'obligation. Obligation de rembourser ? Exactement. Obligation de rembourser l'emprunt émis par l'entreprise. À côté des obligations, on a des actions, ça c'est beaucoup plus connu. Et enfin, il y a l'immobilier. Donc, on a ces 3 grandes catégories qui permettent d'espérer une performance intéressante, évidemment en contrepartie d'un risque accru, maîtrisé mais qui existe. Et la deuxième grande partie qui compose un contrat d'assurance vie,
c'est ce qu'on appelle le fonds euro. Un peu comme l'assurance vie, le fonds euro, on en entend souvent parler, en tout cas on peut le lire si on s'intéresse un peu à la presse économique. Et surtout en début d'année où les classements apparaissent. C'est vrai parce qu'en début d'année, on annonce la performance du fonds euro de l'année précédente. Et le fonds en euros, c'est la partie qui est garantie d'un contrat d'assurance vie. C'est la partie qui est vraiment réservée, où il n'y a pas de risque de perdre son capital. En revanche, la performance du fonds euro est normalement un peu moindre que celle des 3 grandes catégories dont j'ai parlé juste avant. Et si on fait le parallèle avec l'immobilier, dans le cadre d'une SCPI, je perçois des revenus, donc des dividendes issus des loyers tous les mois. Dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, ces revenus sont aussi générés tous les mois, mais ils sont réinvestis automatiquement dans mon contrat d'assurance vie, ce qui fait qu'il grandit progressivement. Donc l'assurance vie répond plutôt à un besoin de revenus futurs, là où la SCPI va répondre à un besoin de revenus plutôt immédiat. Donc si on ne retire pas de son assurance vie, il n'y a pas de fiscalité. On n'est pas imposé. C'est effectivement le premier Exactement. point évoqué, c'est que ce contrat, il a cette spécificité d'offrir un cadre fiscal avantageux. Ok. Camélia, un autre besoin, une autre motivation, transmettre son patrimoine, en tout cas transmettre de l'argent pour après. Exactement. L'assurance vie répond aussi à un autre besoin, la transmission. C'était le cas de Sylvie, une de nos épargnantes, qui, elle, s'inquiétait pour l'après. Elle a des économies de côté, elle voulait anticiper, prévoir la répartition de ses économies à ses proches, pour elle avoir l'esprit tranquille et aussi pour faciliter l'après à sa famille. Elle a donc fait appel au contrat d'assurance vie sur nos conseils pour bénéficier de conditions fiscales privilégiées dans le cadre de cette transmission. Est-ce que tu peux nous expliquer ce cadre fiscal spécifique que permet l'assurance vie? Oui, c'est un très bon point. Merci Camélia. Souvent, quand on parle assurance vie, quand on pense assurance vie, on s'arrête au premier aspect du contrat qu'on vient de parler, c'est-à-dire la partie fiscale, la partie un placement, accumulation des intérêts dans ce contrat. Et on oublie peut-être la chose essentielle. Alors que c'était l'objectif initial. Exactement. Mais avant ça, peut-être que j'aimerais évoquer un point qui peut aussi souvent être une confusion, c'est qu'un contrat d'assurance vie n'est pas une assurance décès. Un contrat d'assurance vie, c'est vraiment un contrat durant la vie du souscripteur, de la vie de l'assuré. On en a déjà un peu parlé, qui va accompagner la vie de l'épargnant. Donc, ça n'est pas une assurance décès, c'est vraiment un contrat. Et ce contrat, donc, il a une deuxième spécificité, c'est la possibilité de désigner les bénéficiaires, les personnes à qui on attribuera l'épargne de votre contrat au moment de votre décès. Et en plus, ce versement, cette désignation de bénéficiaire de l'épargne au moment du décès bénéficie d'un cadre fiscal assez avantageux au niveau des droits de succession. On entend assez souvent qu'en France, les droits de succession sont très élevés, ce qui peut être critiquable ou discutable parce que c'est souvent des revenus qu'on a accumulés sur lesquels on a déjà payé par exemple de l'impôt. Mais l'assurance vie, elle permet de flécher son épargne vers des bénéficiaires à qui on souhaite attribuer son épargne et en plus d'avoir des montants qui peuvent être versés en bénéfice, avec des droits de succession qui sont fortement réduits. Si on verse son épargne avant 70 ans dans un contrat d'assurance vie, chaque bénéficiaire qui se voit attribuer l'épargne ne payera pas de droits tant que cette épargne ne dépasse pas 152 000 €, ce qui est déjà conséquent. Et même après 70 ans, on peut désigner des bénéficiaires et ces bénéficiaires auront à nouveau une partie qui sera exonérée de droits de succession à hauteur d'un peu plus de 30 000 €. Donc c'est relativement important. Il ne faut pas négliger cette partie du contrat d'assurance vie et j'insiste dessus parce que assez souvent c'est oublié au détriment de l'intérêt fiscal. Et en plus, il est aussi possible d'ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la préparation, dans l'anticipation de la transmission de son épargne. Et donc, même après 70 ans, c'est encore intéressant d'ouvrir un contrat d'assurance vie? Oui, ça reste intéressant pour finalement les deux raisons principales d'un contrat d'assurance vie. C'est l'accumulation des intérêts sans fiscalité au sein de votre contrat. Et en plus, quand même, une partie des droits de succession qui n'existent pas à hauteur de 30 500 €. Et un contrat d'assurance vie, ça ressemble à quoi chez Corum? Et là, tu as pris un exemple là aussi. À nouveau, pour illustrer notre contrat, nous, chez Corum, je vous l'ai dit, ça fait partie de nos engagements et finalement de nos volontés de compréhension de nos épargnants sur le choix de leur placement. Ce sont des formules très simples, très lisibles, c'est-à-dire dans la composition du contrat. Par exemple, celle que j'ai décidé d'évoquer ce soir, c'est Corum
Life Entreprise, c'est une formule où il y a une partie d'obligation. Donc maintenant, à présent, vous savez ce qu'est une obligation. Il y a aussi une partie d'immobilier. C'est finalement une formule qui permet de contribuer au développement des entreprises tout en ayant une certaine stabilité dans son épargne. Et la performance de 2024 est de 6,6%, donc à nouveau, avec quelque chose qui permet de venir rémunérer votre épargne pour anticiper des besoins futurs. Ok. Et donc cette performance, elle est réinvestie dans le contrat sans impôt supplémentaire et elle permet donc comme un effet boule de neige, c'est-à-dire que ton capital grandit d'année en année. Effectivement, et c'est important et c'est vraiment l'intérêt principal du contrat d'assurance vie, c'est cette accumulation avec cet effet boule de neige sans impôt le temps qu'on reste dans ce cadre de l'assurance vie. Ok. Préparer sa retraite, je pense qu'on en parle quotidiennement dans la presse. Lorsque la retraite arrive, les revenus, on sait qu'ils vont baisser. On sait qu'aujourd'hui, ils vont baisser de plus de 50%. Et sans faire de drame ou de polémique, mais ils risquent de baisser encore à l'avenir. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse et qu'on en parle très régulièrement. Comment on va réussir à préparer sa retraite ? Est-ce que c'est une question qu'on nous pose souvent ? Et oui, effectivement. Et pour illustrer ce besoin, je vous propose de prendre l'exemple de Patricia, une cliente historique de Quorum, qui un jour a décidé de calculer les revenus qu'elle allait percevoir au moment du passage à la retraite. Et elle a réalisé qu'elle allait avoir une baisse assez conséquente de ses revenus. Donc elle a voulu prendre les devants, anticiper, et elle a raison. Parce qu'un passage à la retraite, ça se prépare, ça s'anticipe. On lui a donc parlé du plan épargne retraite, du PER, qui permet donc de constituer un capital qui répond à un objectif de performance pour compenser cette baisse de revenus. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et ce qu'est le PER ? Oui, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Baptiste l'a dit, le sujet de la retraite, c'est quelque chose qui est quasiment dans le quotidien des Français, parce qu'on le sait, on se dirige vers quelque chose qui va se dégrader. Donc, comment faire ? C'est prévoir. Et donc, ce PER, plan d'épargne retraite, il a justement deux grandes périodes. La période, on est en vie active, on travaille, on va avoir des revenus. Et pendant cette période-là, on va pouvoir alimenter, verser au sein d'un PER, donc d'un plan d'épargne retraite, une partie de son épargne qui va s'accumuler. Camélia l'évoquait tout à l'heure, tu le disais, avec cet effet un peu boule de neige. Et au moment de la retraite, où justement, malheureusement, on va connaître assez inéluctablement cette baisse de revenus, on pourra utiliser son PER pour venir compenser cette baisse de revenus. Le PER permettra de percevoir en une ou plusieurs fois des revenus complémentaires grâce à cette épargne qui aura été accumulée. Si elle a été bien gérée, elle aura eu une certaine performance qui permettra aussi d'avoir fait progresser ce montant qui viendra donc compléter les revenus au moment de la retraite. Alors, ok pour le PER, mais si j'ai bien suivi, c'est un peu pareil que l'assurance vie qui répond aussi à ce besoin finalement de se créer de l'épargne, de la voir fructifier si tout est bien géré, on va dire. Mais alors, quel est l'autre avantage du PER ? C'est vrai qu'il y a un autre avantage assez considérable du PER et je pense que c'est peut-être Camélia a un exemple à ce propos pour illustrer le deuxième intérêt sur le PER qui est l'économie d'impôt. Exactement. Le PER permet aussi de réaliser une économie d'impôt et répond à un besoin que beaucoup d'épargnants se posent, qui est comment payer moins d'impôts. C'est le cas de Jean, qui nous a contactés parce qu'il a reçu une promotion, il en est content, il gagne plus, mais il paye plus d'impôts. Donc il a voulu savoir comment il pouvait placer son argent en réalisant une économie d'impôts. Et on lui a proposé de placer la prime qu'il a reçue dans le cadre de sa promotion de 10 000 € dans un PER. Pour réaliser cette économie d'impôt tout en préparant sa retraite. Est-ce que tu peux nous montrer comment il a pu réaliser cette économie ? Oui, effectivement, c'est le deuxième pilier du PER, mais qui est important et qui est finalement l'incitation à compléter sa diversification, ses placements d'épargne en complément de l'assurance vie. Baptiste, tu l'évoquais, le PER est là pour répondre à cette volonté de réduire ses impôts. C'est très simple. Dans l'exemple de Camélia avec notre client, lorsqu'il a reçu ces 10 000 €, s'il les verse sur son PER, mettons qu'il ait un taux d'imposition de 41%, et lorsqu'il va verser 10 000 €, il bénéficie
enfin, bénéficiera, parce que ça se fait l'année suivante, d'une économie de 4 100 euros. Et justement, tu dis l'année suivante, comment ça se matérialise, comment ça se concrétise? Alors, si on prend quelque chose de très schématique, on est en 2025. En 2025, Jean décide de verser 10 000 euros sur un PER, donc il va devoir mobiliser 10 000 euros de son épargne sur son PER. Et l'année suivante, au moment de sa déclaration d'impôt, il va indiquer avoir réalisé ce versement de 10 000 euros sur son PER. Donc ça, c'est quand il fait sa déclaration. Exactement. Il dit, j'ai versé, il y a une case à remplir. Elle est remplie ou c'est à moi de la remplir? Non, c'est au contribuable de remplir donc la case. Au contribuable épargnant. Oui. Okay. Et alors, évidemment, nous, Quorum, en tant qu'assureur, on va fournir toutes les informations et les modalités à l'épargnant de déclaration. Okay. Et au moment donc, de cette déclaration, en 2026, l'année suivante son versement, il va indiquer le montant versé. Et en fonction de sa situation fiscale, dans notre exemple, Jean a un taux d'imposition de 41%. Donc ça sera 41% de la somme qu'il aura versée l'année précédente qui viendra réduire le montant de son imposition. C'est pour ça qu'on a dit que la réduction d'impôt de l'année suivante est de 4 100 euros. Donc, finalement, donc ça, il le verra quand il aura fini sa déclaration d'impôt au mois d'avril, mai. Exactement. Mais ce qui est important, c'est qu'en l'espace de 2 ans, finalement, il a réussi à épargner 10 000 euros qu'en ayant réellement mobilisé 5 900 euros. Donc c'est finalement une incitation à utiliser encore un peu plus le PER pour préparer sa retraite. Ok. Merci. Merci à tous les deux. Nous vous avons présenté des cas concrets. On essaie de répondre à certaines interrogations de nos clients en vous présentant les solutions qu'on avait pu préconiser lorsqu'on rencontrait ces situations. Mais encore une fois, chaque situation est personnelle et c'est pourquoi nous vous proposons d'en discuter directement avec l'un de nos conseillers qui se tient à votre disposition. Donc vous avez un lien dans le fil de discussion, une fois de plus, à droite de votre écran, où vous pouvez prendre directement rendez-vous avec eux pour aller plus loin. À présent, je vous propose de répondre aux questions que vous nous avez posées. Et donc, je me tournerai vers Camélia et Alexis pour aller plus loin également. Alors, une des questions... Alors la première, allez, elle est pour toi Camélia. Sylvie D qui nous dit « Je n'ai pas beaucoup d'apport, est-il possible d'investir dans des CPI à crédit ?» Et c'est vrai que c'est une question qui est tout à fait logique et légitime. On a parlé d'achat d'un appartement, de faire un investissement locatif avec du financement. Est-ce que c'est possible pour les CPI? Exactement. Comme dans l'immobilier en direct, on peut aussi acheter ses parts de SCPI à crédit. Et avec Quorum l'épargne, c'est possible de le faire avec ou sans apport. Si vous n'en avez pas ou vous voulez garder vos économies pour d'autres projets, vous pouvez le faire sur une durée aussi de 25 ans pour étaler vos remboursements. Et c'est possible sans changer de banque ou d'ouvrir de compte en banque. Ok. Et donc c'est Quorum et ses équipes et ses collaborateurs, ses salariés qui vont s'occuper de cela. Exactement, entièrement du crédit. D'accord, ok. Allez, pour toi Alexis, on change. Lénaïque, elle, c'est au sujet de la SCPI. Combien de temps est-il conseillé de garder les parts de SCPI? C'est une très bonne question. C'est un point important. C'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas précisé. La SCPI reste un investissement immobilier. L'immobilier, qu'on parle d'un appartement ou d'un investissement via une SCPI, c'est un placement long terme. L'immobilier, ça reste de la pierre. Effectivement, un SCPI, on ne peut pas le toucher, mais c'est des immeubles. Et donc, c'est un temps long. Donc, la durée de placement recommandée, c'est entre 8 et 10 ans. Mais on voit que les clients, généralement, le gardent même beaucoup plus longtemps que ça. Un épargnant qui va avoir une SCPI dans son patrimoine va le garder plusieurs dizaines d'années. Donc, l'immobilier égale durée de placement longue. Ok. Alors, une question, allez, je change encore. Une question pour toi, Camélia. Pierre M. Une fois épargnant chez Quorum, comment je sais où est investi mon argent? Eh bien, une fois épargnant, vous pouvez suivre votre épargne depuis un espace personnel où vous avez vraiment en temps réel l'évolution de votre épargne. Vous avez aussi régulièrement des bulletins d'information qui vous expliquent où et comment est investie votre épargne. Et puis vous avez aussi, comme l'a dit Baptiste, un accès direct à votre conseiller pour lui poser toutes vos questions. Ça rejoint un des piliers qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la transparence et la compréhension. Et cette transparence, elle est totale. On va exactement vous dire l'adresse des immeubles qui vont composer la SCPI, quels sont les locataires, leur nom, ce qu'ils font dans les immeubles. Combien de temps ils sont engagés à payer? Exactement, ils sont engagés peut-être à rester locataires pendant 5, 6, 10 ans. Quel montant ils vont payer, à quelle valeur on a acheté l'immeuble. Et c'est finalement
on le sait, et je le disais un peu tout à l'heure, mais l'immobilier a cet attachement à la possibilité de voir et de toucher son immeuble. Les CPI, elles n'offrent pas cette faculté, donc on a voulu redonner beaucoup plus de transparence, de concret dans ce que l'on fait avec votre épargne, et c'est pour ça qu'on vous donne l'ensemble des informations pour savoir comment est investi votre épargne dans les CPI. Ok, une autre question de Nicolas F. Est-ce que je peux choisir ce que je veux mettre dans mon assurance vie ou mon plan d'épargne retraite? On rappelle, et tu l'as présenté, on avait choisi de présenter le profil Quorum Life entreprise, on a évoqué sa performance, mais est-ce qu'on peut choisir ce qu'on met dedans? Oui, alors c'est vrai que quand on a parlé de la composition d'un contrat d'assurance vie, on a évoqué les différentes catégories qu'on peut mettre au sein de son contrat chez Quorum pour à nouveau simplifier la vie de nos épargnants. On a réfléchi à des formules, c'est-à-dire des formules qui vont plutôt avoir une dominante immobilière, d'autres formules qui vont plutôt avoir une dominante en obligation, mais vous pouvez aussi décider de répartir, comme vous le souhaitez, votre épargne au sein du contrat. Alors il y a des limites, on ne va peut-être pas entrer dans ces limites ce soir, mais évidemment, tout en respectant des limites, vous pouvez décider d'avoir un peu plus d'immobilier, un peu plus d'obligations ou un peu de fonds euros. Tout ça est à adapter, et Baptiste, tu le soulignais très justement tout à l'heure, en fonction de l'objectif que vous avez, vous, en tant qu'épargnant, en tant que votre profil, en tant que votre appétence, en tant que votre compréhension. Donc tout ça est vraiment à adapter, et finalement, ça sera l'aboutissement d'une discussion que vous aurez avec un de nos conseillers. Merci. Question peut-être sur l'assurance vie, une question de Lionel C. Les 30 500 € qu'on a évoqués, donc c'est quelqu'un qui a bien suivi. Les 30 500 € évoqués, j'imagine que c'est pour les versements après 70 ans, sont répartis entre tous les bénéficiaires ou pour chaque bénéficiaire? Alors effectivement, c'est réparti entre tous les bénéficiaires, donc ce n'est pas par bénéficiaire, c'est au global. Mais on peut en choisir un potentiellement oui. ou 10, et les 10 se partageront les 30 500 €. Ok. Une question de Patricia B. Les dividendes pour la SCPI, donc les loyers, pour la SCPI sont-ils imposables? À partir de quand on touche ces dividendes dont on parle? À partir de quand on touche ces loyers? C'est pour moi. Si tu veux. Non, alors il y a plusieurs éléments de réponse à apporter à cette question assez complète. Il y a une personne qui a l'air déjà de bien connaître le fonctionnement de la SCPI. Non, mais on dit qu'on verse des loyers. Les loyers, donc, qui dit loyer dit impôt. C'est vrai. Alors, pour la partie imposition, évidemment, ça reste des revenus fonciers, vu qu'on parle de loyer. Donc, vous avez une fiscalité qui va correspondre à une fiscalité que vous pourriez avoir à supporter si vous encaissiez des loyers d'un bien que vous auriez en location. Par exemple, avec l'exemple de Camélia et de l'appartement en location. Après, nous, chez Quorum, nous avons principalement de l'immobilier investi hors de France. Donc, la fiscalité est un peu différente de celle qu'on pourrait avoir avec un appartement en France. Elle est un peu plus allégée, mais je pense qu'on ne va pas évoquer les spécificités. En revanche, sachez que chez Quorum, on vous fournit l'ensemble des éléments, des conseils et tout le support pour déclarer le plus simplement possible les revenus des SCPI tous les ans au moment de votre déclaration d'impôt. L'autre partie de la question, et c'est là où je pense... À partir de quand on touche les dividendes? Exactement, il y avait peut-être un peu plus de technicité. Rappelez-vous, les épargnants vont confier une partie de leur argent, de leur épargne à la SCPI, qui, elle, va devoir acheter des immeubles, les louer et reverser ses loyers. Pour avoir finalement le temps d'investir correctement, d'étudier la solvabilité des locataires, la qualité de l'immeuble, il y a un délai, un temps entre le moment où vous, épargnant, vous nous confiez votre argent et à partir du moment où vous allez bénéficier de ces loyers. C'est un terme très technique, c'est ce qu'on appelle le délai d'entrée en jouissance. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais traduit en français beaucoup plus simple et sans jargon, c'est simplement un temps entre votre souscription et le moment où vous avez votre premier loyer. C'est finalement... Ça peut paraître long? Ça peut paraître long parce qu'il est de 6 mois, mais c'est justement ce délai nécessaire pour investir correctement l'épargne additionnelle à celle qu'on a déjà investie. On peut peut-être faire le parallèle avec le fait d'acheter un appartement c'est très long en France et les délais qu'on peut rencontrer. Oui, c'est long et on veut absolument être certain de l'investissement qu'on est en train de faire. C'est-à-dire avoir analysé correctement le locataire et avoir la possibilité de dire non aussi. Parce qu'un épargnant qui vient de nous confier de l'épargne, on a ce devoir d'investir correctement. Et si justement il n'y avait pas ce délai entre le moment où on a l'épargne et le moment où on doit verser un loyer, on pourrait être un peu trop pressé à l'investissement et pas regarder tous les critères. Donc il est préférable d'attendre. On parlait du temps long de l'immobilier. Je pense qu'on n'est pas à 6 mois quand on est dans
dans une échelle de temps de 10 ans ou plus quand on parle de SCPI. Ok, merci Alexis. Une question, tiens, encore pour toi celle-ci, de Patrick G sur le PER. Est-ce qu'il est encore opportun, c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent, le PER est-il encore opportun pour une personne en pré-retraite ou à la retraite? Quelqu'un qui peut avoir encore des revenus et encore une fiscalité assez importante, est-ce que ça a du sens? Ça a du sens tant qu'on n'a pas liquidé ses droits à la retraite. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas demandé le paiement de ses droits à la retraite, Donc ça à la a du retraite, sens. ça a moins de sens, parce que c'était la deuxième partie de la question, c'est en pré-retraite ça a du sens. Et à la retraite. Ok. Mais on l'a compris, on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on peut aussi faire, c'est de l'assurance vie. Alors justement, c'est une autre question, donc tu fais les transitions sans moi. Lors de versement sur un PER, une assurance vie après 70 ans, quelle est la stratégie pour la transmission sans trop de fiscalité du fait de l'abattement de ces 30 500 euros? Question pas évidente parce que on vient de dire que quand on est à la retraite, le PER n'a pas forcément d'intérêt. Et on demande quelle est la stratégie pour optimiser la transmission. Alors, c'est vrai que le couple PER assurance vie est souvent oublié et pourtant ça va vraiment de pair. Enfin, encore une fois, ma recommandation c'est d'avoir un PER et un contrat d'assurance vie. En étant bref et sans rentrer à nouveau trop dans la technicité, ça peut être judicieux d'avoir un PER et un contrat d'assurance vie, mais d'utiliser, si on a besoin de revenus, en premier lieu l'assurance vie avant son PER au moment de la retraite. Pourquoi? Parce que le PER, si vous vous en rappelez, lorsque vous versez au sein de votre PER, lorsque vous êtes dans votre activité professionnelle, vous bénéficiez d'une économie d'impôt. Vous vous rappelez de ce cas de figure, on verse 10 000 et en fonction de la fiscalité, il y avait 4 100 euros d'économie. Cet avantage fiscal, au moment de la retraite, lorsque avec votre PER, vous allez retrouver vos revenus complémentaires, ces revenus complémentaires, ils seront imposés. Donc, quelque part, l'administration fiscale récupère une partie de ce qu'elle a donné peut-être 20 ans avant. Si on a un contrat d'assurance vie à côté du PER, l'assurance vie bénéficie d'un autre cadre fiscal, je ne détaillerai peut-être pas ce soir, mais peut permettre de récupérer une partie des revenus sans fiscalité. C'est pour ça que je dis que le couple assurance vie et PER peut avoir beaucoup d'intérêt pour être d'abord utilisé avec l'assurance vie et ensuite le PER. Mais ça, à nouveau, et on le dit, on le redit, c'est finalement cet accompagnement d'un conseiller qui va vous aider à répartir les grandes masses, à savoir où aller investir votre épargne, comment la flécher finalement. Est-ce qu'on en met plus sur l'assurance vie? Est-ce qu'on en met encore sur le PER? Est-ce que c'est pertinent compte tenu de votre situation? Mais les deux vont assez souvent de concert. Ok, très clair. Et donc on va rester sur le PER. Une question de Florence B. Et je crois qu'elle a été posée à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut transférer le PER chez Quorum? Est-ce qu'on peut avoir d'autres PER ou d'ailleurs d'autres placements de retraite? Avant le PER, ça s'appelait un plan d'épargne retraite populaire. Oui. Il a été remodelé. Il en existe d'autres. C'est vrai, il y a eu beaucoup de dispositifs successifs pour les indépendants notamment, de retraite. Les artisans. Pardon. De toute façon, peut-être que tu vas tous les lister. Non. Non, peut-être. On peut effectivement résumer la possibilité de transférer le PER, mais aussi tous les dispositifs précédents que tu en as évoqué certains. La volonté finalement de l'État, c'est de déplacer une partie de la retraite par répartition pour la flécher vers la retraite par capitalisation. Et la naissance du PER avait pour objectif ou a pour objectif de simplifier tout ça. Donc oui, le PER, vous pouvez le transférer d'un établissement à un autre, d'un assureur à l'autre, ce qu'on ne peut pas faire avec un contrat d'assurance vie. Et en plus, ça permet de venir finalement rationaliser peut-être tous les dispositifs précédents de retraite que l'épargnant peut avoir. Endroit, finalement. Bah oui, à nouveau pour la lecture, la compréhension et le suivi, c'est beaucoup plus simple. De tout réunir, ça permet de prévoir encore un peu plus simplement et mieux la suite et son besoin futur de revenus. Ok, merci. Une question de Philippe F sur la partie SCPI. Quorum Origine, quelle a été l'évolution de la part de la SCPI depuis sa création? Donc, le prix qui est aujourd'hui de 1 135 €, à combien il était en 2012 finalement? Quand on a créé Quorum Origine en 2012, le prix de souscription de Quorum Origine était de 1 000 €. Si je reviens quand même avant à comment ça fonctionne, c'est vrai que la SCPI, on en a parlé, elle va donc réunir l'épargne de milliers de Français. Et avec cette épargne, on aura acheté des immeubles. Mais ces immeubles, ils vivent, ils ont une valeur qui va progresser. Si notre
gestion est bien faite, elle va avoir pour conséquence de faire augmenter la valeur de la SCPI. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Quorum Origine. En 2010, la valeur de son patrimoine se traduisait par un prix de la part de Quorum Origine de 1 000 €. On va dire 13 ans après, la valeur du patrimoine, si on la ramène au prix de la part, elle est de 1 135 €. Ok. Et donc, sans oublier les montants qu'évoquait Camélia avec les dividendes, donc les loyers qui ont été versés. C'est deux choses différentes. C'est que d'un côté, il y a la valorisation, l'appréciation du patrimoine, de l'immobilier, et de l'autre côté, il y a les loyers qui proviennent des locataires qui occupent ces immeubles. Et toute cette création de valeur, elle est au bénéfice de l'épargnant. Oui, c'est un point important, Camélia, tu as raison. C'est que d'un côté, l'épargnant va bénéficier de ses revenus, mais en plus, il bénéficiera de l'appréciation de son patrimoine si demain, il décide de récupérer son épargne en revendant les parts de SCPI. Parfait. Encore une fois, tu fais les réponses et les questions. On a une question de Philippe B qui nous demande s'il est facile de revendre les parts de SCPI. Peut-être parler des SCPI Quorum et pas des autres. Les SCPI Quorum, oui. Okay. Voilà. C'est peut-être une question qui est liée à l'actualité. Alors, les SCPI, il faut se rappeler que c'est un dispositif d'épargne qui existe depuis plus de 50 ans. La mutualisation d'épargne pour acheter de l'immobilier, ça fait des décennies que ça existe. Quorum existe depuis 2012. Et c'est vrai que dans notre gestion, nous, on a une approche un peu différente, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos SCPI, elles sont très faciles à revendre. Il y a d'autres acteurs qui existent depuis très longtemps, qui ont peut-être des gestions différentes et qui peuvent rencontrer des difficultés. Et c'est peut-être à ce à quoi fait référence cette question, c'est qu'on l'a vu dans la presse, il y a eu quelques articles qui peuvent évoquer les difficultés de certaines SCPI. Ce n'est pas le cas des SCPI Quorum. Et on peut peut-être préciser le délai pour revendre ses parts de SCPI chez Quorum. Oui, aujourd'hui, c'est une quinzaine de jours pour revendre ses parts. À nouveau, et je le répète, la SCPI, c'est un placement long terme. Donc, on ne fait pas de SCPI pour se dire, dans un an, j'aurai peut-être besoin de l'épargne et je la revendrai. Ce n'est pas le bon placement. De toute façon, assez rarement, on se dit qu'on va acheter un appartement, si on reprend ce parallèle, pour le revendre dans un an. Mais la SCPI, c'est pareil. En revanche, se dire, si vraiment, il y a quelque chose que je n'avais pas anticipé, en cas de difficulté, en cas d'imprévu, en cas d'accident de la vie, j'ai besoin de récupérer mon épargne. Aujourd'hui, chez Quorum, c'est une quinzaine de jours. Ok, merci. Alors, une question pour toi, Camélia. Est-ce qu'on peut faire des versements mensuels programmés en SCPI? Alors, on peut peut-être rappeler que c'est quelque chose d'assez commun en assurance vie. On peut avoir l'habitude ou prendre l'habitude de faire des versements tous les mois en assurance vie. Est-ce que c'est le cas en SCPI? C'est le cas aussi en SCPI. On peut mettre en place ce qu'on appelle chez Quorum un plan épargne immobilier qui permet de mettre en place des versements programmés avec le montant de son choix. On peut aussi choisir de réinvestir les dividendes qui sont générés tous les mois si on n'a pas besoin de ces revenus immédiatement. Ok, merci. Donc on peut faire un versement unique. On peut aussi faire des versements uniques. Par exemple, si on reçoit une prime à un moment, à un instant T, on peut la remettre dans sa SCPI. Ok, donc on peut le faire sur la SCPI. On a parlé de Quorum Origine tout à l'heure, par exemple. On peut le faire également via l'assurance vie. Une autre question encore sur la SCPI. Une question de Gérard, est-ce qu'on peut démembrer des SCPI? Alors oui. Si on repose le fonctionnement du démembrement avant de répondre peut-être un peu plus précisément à ce qu'on peut faire avec les SCPI, la SCPI reste donc un placement immobilier. Souvent en immobilier, on connaît le démembrement. Alors on le connaît parfois dans des moments qui ne sont pas très heureux. C'est le moment d'une succession où les parents peuvent hériter de l'usufruit, c'est-à-dire de l'usage du bien, et les enfants de la nue propriété, c'est-à-dire de la simple propriété du bien, et ils en récupéreront la pleine propriété au décès de leurs parents. Avec les SCPI, on peut faire exactement la même chose. Ça peut être aussi un moyen d'anticiper sa transmission, on l'évoquait avec l'assurance vie. La SCPI peut répondre à ce besoin-là, avec la possibilité, par exemple, pour les parents de devenir usufruitiers de la SCPI, c'est-à-dire bénéficier des loyers payés par l'ensemble des locataires, et les enfants de n'être finalement que propriétaires de l'ensemble des parts de la SCPI. Et ça se fait assez simplement et c'est souvent utilisé par nos clients et par nos épargnants qui veulent commencer aussi à familiariser leurs enfants avec l'investissement immobilier en les désignant nus propriétaires. Alors, on a une question sur les arbitrages de Vincent B. Est-il possible de faire des arbitrages dans une assurance vie
Et si oui, existe-t-il une taxe? Alors, j'imagine qu'on voulait dire aussi potentiellement des frais, parce que l'État ne va pas prendre de taxe sur un arbitrage, mais peut-être la compagnie d'assurance. Et de quel montant, s'il vous plaît? Alors, oui, alors c'est très technique. Arbitrage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut, vous savez, le contrat d'assurance vie, il a une composition qui peut être libre. Oui, d'ailleurs, pardon, je te coupe, mais c'est aussi une des questions. Est-ce qu'on fait son choix, est-ce qu'on sélectionne ce que l'on veut soi-même, ou est-ce que c'est que de la gestion pilotée ou profilée? Parce qu'après, on a quelques experts connectés. Alors, je réponds d'abord à l'arbitrage et après je réponds à la deuxième question. L'arbitrage, pour reposer le propos ou l'expliquer, l'arbitrage, c'est décider au sein donc, du contrat d'assurance vie de modifier une partie de son épargne qui peut être en immobilier et plutôt la diriger vers des obligations ou le fonds euro. Ça, c'est faisable. La partie de la question sur la taxation, ça pouvait être éventuellement s'il y a des plus-values, est-ce qu'il y a de l'impôt à payer? La réponse est non. Tant qu'on reste dans ce cadre, dans le contrat d'assurance vie, il n'y a pas de fiscalité. Et après, oui, évidemment, c'est faisable. C'est faisable dans les limites. Chez Quorum Life, il y a des plafonds en fonction de la partie où on veut déplacer son épargne. C'est sur en immobilier, en obligation, en fonds euros. Mais c'est évidemment faisable. Et la deuxième question, qui était, est-ce qu'on peut décider de ces arbitrages? Est-ce qu'on peut décider... Oui, j'ai lu, gestion pilotée, gestion profilée, gestion libre. C'est des choses très techniques, mais pour résumer et simplifier, il y a deux possibilités chez Quorum, avec le contrat Quorum Life, de gérer son épargne. À la carte ou au menu. Exactement. Soit il y a des choses qui sont déjà préconçues, déterminées. C'est ce qu'on appelle les formules. Ou pour vous simplifier la lecture, le choix, la décision, on va avoir des formules qui auront une dominante un peu plus immobilière, si c'est plutôt l'immobilier qui résonne dans votre oreille d'épargnant, ou à l'inverse, des formules où il y aura plus d'obligations si votre volonté en tant qu'épargnant, c'est plutôt contribuer au développement des entreprises. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà préconçues. Mais sinon, si vous avez envie, avec l'accompagnement de votre conseiller, d'avoir la main libre, vous pouvez effectivement choisir les différents supports, les différents placements immobiliers ou en obligations ou fonds euros que vous souhaitez. Ok, une question, allez, je la prends celle-ci, je vous viens en aide. Elisa C qui nous dit, je dois avoir raté l'information, quel est l'investissement minimum pour acheter des parts de SCPI Quorum? Eh bien, c'est 195 € sur une de nos SCPI, une autre est à 215 € et on en a, une à 200 €, 215 ou 1135 pour Quorum Origine, et on pourrait aussi investir à partir de l'assurance vie, via l'assurance vie à partir de 50 € par mois. 50 € en souscription et éventuellement 50 € si on veut faire des versements mensuels comme on l'évoquait tout à l'heure. Une dernière question, on a un peu dépassé le délai qui nous était imparti. Alexis, une question d'Angélique L. Si on place des SCPI dans l'assurance vie, ce qu'on a commencé à évoquer, les loyers, donc les dividendes, sont-ils réinjectés dans l'assurance vie et avec quelle fiscalité? Alors, effectivement, par défaut... On a dit qu'on ne rentrerait pas dans le détail de chacun des produits, mais on y est amené. Pour la dernière question, on va faire une exception. Dans l'assurance vie, si vous avez des SCPI, effectivement, par défaut, les revenus des SCPI vont augmenter le nombre de SCPI que vous avez au sein de votre contrat. Il y a cet effet, encore une fois, boule de neige qu'utilisait Camilla tout à l'heure, c'est faire croître, faire grandir l'épargne que vous avez dans votre contrat grâce aux revenus des SCPI qui viendront en complément des SCPI que vous avez déjà dans le contrat. Ça, c'est le fonctionnement standard. Après, plutôt à l'exception, à la marge, on peut aussi décider de récupérer les revenus des SCPI pour bénéficier d'un revenu complémentaire, c'est-à-dire de retirer les revenus des SCPI de son contrat pour les percevoir sur son compte bancaire si finalement on a besoin d'un revenu immédiat et non futur, ce qui est plutôt normalement la norme quand on ouvre un contrat d'assurance vie. Donc les deux sont faisables. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je pense que vous avez répondu, nous avons tenté de répondre à un maximum de vos questions. Nous n'avons peut-être pas toutes prises, nous n'avons peut-être pas répondu à toutes vos questions. Et c'est pour cette raison que vous pouvez évidemment entrer en contact avec nos conseillers qui se tiennent à votre disposition. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec eux. J'espère qu'on a pu répondre à quelques interrogations, à quelques objectifs, quelques motivations. En tout cas, c'est ce que l'on entend, nous, au quotidien, parmi nos épargnants. Donc, n'hésitez pas, nous nous tenons à votre disposition et nous vous souhaitons une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.